Imaginez un jeune garçon de 6 ans qui court dans la cour de récréation, puis soudain, il trébuche et s'érafle le genou. Et là, il se met à pleurer. Et sans hésiter, un adulte lui lance: Hey, relève-toi, ne pleure pas, t'es un garçon, pas une fillette. C'est anodin, n'est-ce pas? C'est une phrase comme tant d'autres, mais elle est le point de départ, le début d'une lente construction invisible, pierre après pierre, d'un mur émotionnel que l'on exige des garçons de nos jours. Ce mur qui sépare les émotions de l'expression, la douleur de la parole, la peur du regard des autres, car après tout, un garçon, ça encaisse, ça se tait et ça avance. Bienvenue dans ce que l'on appelle aujourd'hui la masculinité toxique, qui est un terme qui provoque, qui fait débat. Pour certains, il est la clé pour comprendre les maux de notre société, comme par exemple les violences, les inégalités, les souffrances silencieuses, etc., etc. Pour d'autres, c'est une attaque en règle contre les hommes, contre leur identité, contre une tradition que l'on chercherait à effacer. Alors, je vous pose la question, est-ce un mythe ou une réalité, une construction idéologique ou un miroir tendu à notre société? C'est ce que l'on va essayer d'explorer aujourd'hui. Non pas pour accuser, mais pour essayer de comprendre. Non pas pour désigner des coupables, mais pour interroger un modèle, ses racines, ses effets et le chemin qui s'ouvre aujourd'hui. Alors, le concept de masculinité toxique apparaît dans les années 1980 dans les milieux pro-féministes américains plus précisément. Il ne désigne pas une accusation contre les hommes, mais une critique des comportements et des normes qui leur sont imposés, souvent au détriment de leur bien-être et de celui des autres. Alors on parle ici de domination, d'agressivité, de rejet des émotions, de mépris de la vulnérabilité et de cette injonction silencieuse à toujours paraître fort, infaillible et aussi impassible. À l'origine, ces réflexions s'inscrivent dans des cercles militants, puis au fil des décennies, petit à petit, elles gagnent le monde académique, les médias, les réseaux sociaux, surtout à partir de 2017 avec le mouvement #MeToo, que vous connaissez sûrement, qui a été un vrai déclencheur. C'est alors que l'on commence à interroger la virilité, ses dérives, ses limites, ses violences, et très vite, le terme de masculinité toxique devient assez viral. Parfois, il est mal compris, parfois, il est mal utilisé, mais rarement ignoré. La masculinité toxique ne signifie pas en soi que la masculinité est toxique, ni que les hommes sont intrinsèquement violents ou dangereux. Elle pointe surtout du doigt un système, une culture, une construction sociale qui valorise certains traits au détriment d'autres. Une forme de virilité qui, lorsqu'elle est érigée en modèle unique, devient assez étouffante pour beaucoup. Le psychologue australien Ryan Connell, pardon pour la mauvaise prononciation, je ne suis pas très anglophone, dans ses travaux sur la masculinité hégémonique, nous explique que dans chaque société, il existe une forme dominante de masculinité à laquelle les hommes sont censés se conformer. Cette masculinité hégémonique place au sommet une figure forte, conquérante, indépendante, souvent hétérosexuelle, et cantonne les autres formes d'expression masculine à des rôles secondaires, voire très marginaux. Être un homme en vrai serait donc dans cette logique de dominer que ce soit les femmes, mais aussi les hommes considérés comme faibles, comme par exemple les personnes sensibles et autres. Et les conséquences de ce modèle sont très profondes quand même. D'abord pour les hommes eux-mêmes, car cette masculinité toxique agit comme une prison émotionnelle. Elle interdit les larmes, les doutes, les échecs. Elle impose la performance à tout prix, la maîtrise, la compétition. Et résultat, beaucoup d'hommes souffrent et en silence. En France, les chiffres sont implacables. Les hommes représentent environ 75% des suicides. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est un pourcentage qui est énorme. Ils consultent moins pour les troubles psychiques. Ils sont plus exposés aux addictions et pourtant ce sont ceux qui en parlent le moins.
parce qu'ils ont appris que parler, c'est se montrer faible aux yeux des autres. Demander de l'aide, c'est trahir le rôle qu'on leur a assigné dès leur naissance. L'Association canadienne pour la santé mentale, le CMHA, à Montréal, a mené plusieurs études montrant comment la pression de la norme virile peut pousser les hommes à intérioriser leur détresse. Cette pression ne se voit pas toujours, mais elle agit comme un poison lent. L'homme qui ne parle pas, qui boit en silence, qui se replie, qui cogne parfois contre un mur, contre lui-même ou contre les autres, est souvent le produit d'un modèle rigide qu'il n'a pas choisi, mais auquel il croit devoir obéir. La masculinité toxique ne se limite pas à une souffrance intime. Elle a aussi des conséquences sociales. De nombreuses recherches montrent une corrélation entre l'adhésion à des normes viriles rigides et des comportements violents tels que les violences conjugales, les harcèlements sexuels, les agressions et l'homophobie. Même si pour être honnête avec vous, pour moi l'homophobie est plus un problème culturel qui ne relève pas de la masculinité toxique. Enfin, ce n'est pas parce que les hommes seraient génétiquement violents, mais parce qu'on leur a appris parfois et de façon inconsciente que la force est une preuve de virilité, que le fait de prendre, d'imposer, de conquérir est tout à fait légitime. Alors bien évidemment, cela ne signifie pas que tous les hommes sont concernés, ni que tous les comportements masculins sont dangereux. Ce serait totalement absurde. Mais quand une société valorise certaines attitudes et en dévalorise d'autres, elle façonne les comportements et parfois elle les rend dangereux. Et face à ces critiques, les voix se lèvent. Beaucoup d'hommes se sentent attaqués injustement. Ils perçoivent ce débat comme une remise en cause de leur identité, une façon de les culpabiliser pour des comportements qu'ils n'ont pas, de leur faire porter la faute d'un système qu'ils n'ont pas créé, ce qui est tout à fait compréhensible aussi. Et justement, c'est là qu'intervient un autre courant qui est le masculinisme. C'est un mouvement qui, à l'inverse des critiques féministes, défend l'idée que ce sont les hommes d'aujourd'hui qui sont victimes d'un système totalement déséquilibré. Les hommes sont victimes des lois sur la garde des enfants, des fausses accusations de la part des femmes, que ce soit d'agression physique, sexuelle, viol, etc., etc. Aussi de la dévalorisation de la figure paternelle. Pour les tenants du masculinisme, le concept de masculinité toxique est tout simplement une imposture, une invention idéologique destinée à diaboliser l'homme traditionnel. Malgré qu'aujourd'hui on parle de la masculinité toxique, on ne va pas balayer ces arguments d'un revers de main, car ils expriment un malaise, des vérités réelles, un sentiment de dépossession. Beaucoup d'hommes ne se reconnaissent plus dans les repères d'aujourd'hui, ils sont tout simplement perdus, parfois blessés par un discours qu'ils trouvent accusateur. Ils ont besoin d'être écoutés, pris au sérieux, non pas pour invalider les luttes féministes, mais pour construire un dialogue véritable. Mais ce malaise, aussi légitime soit-il, ne doit pas empêcher la remise en question des normes qui font souffrir certains d'entre eux. Car au fond, la masculinité toxique ne dénonce pas les hommes. Elle dénonce ce qu'on leur impose dans cette société, ce qu'on leur interdit, ce qu'on leur vole parfois, c'est-à-dire le droit d'être pleinement humain. Et c'est là qu'on devrait tous se poser une question. Et s'il existait une autre façon d'être un homme de nos jours? C'est là qu'émerge la notion de masculinité positive. Une masculinité qui ne repose pas sur la domination, mais sur la coopération, qui n'a pas peur de l'émotion, ni de la tendresse, qui ne voit pas la vulnérabilité comme une faiblesse, mais comme une richesse, qui n'a pas besoin d'écraser pour exister. Des initiatives concrètes fleurissent partout dans le monde, comme des ateliers dans les écoles pour apprendre aux garçons à exprimer leurs émotions, des groupes de parole entre hommes, et ne commencez pas à rigoler parce que vous-même, en faisant partie des groupes de discussion, que ce soit sur Snapchat, Insta, WhatsApp ou encore Discord, qui sont principalement composés d'hommes, dites-vous simplement que vous faites partie d'un groupe de parole d'hommes. Voilà, je ferme une petite parenthèse.
Il y a également des campagnes pour promouvoir une paternité plus engagée, plus attentive et plus respectueuse. Toutes ces actions discrètes mais puissantes montrent qu'un autre modèle est possible et qu'il ne s'agit pas de renier la masculinité mais de l'élargir le plus possible. Mais tout cela ne s'arrête pas là, car derrière chaque concept, il y a des débats, des remises en question, des angles morts, comme dirait Cédric Doumbé. Et si la masculinité toxique soulève des vérités inconfortables, elle provoque aussi des résistances, des malentendus, parfois même des contresens. Et c'est justement ce que nous allons explorer maintenant. Ces critiques qui fusent, ces contradictions qu'on oublie trop souvent, ces zones d'ombre où les nuances deviennent indispensables. Car pour transformer nos rapports de genre, il faut aussi accepter d'entrer dans la complexité. Alors, commençons par une critique fondamentale. Le terme masculinité toxique serait beaucoup trop flou, trop large, trop accusateur. Il ferait l'amalgame entre des comportements isolés et une identité entière. Pire, il risquerait de stigmatiser les hommes dans leur ensemble. Beaucoup d'intellectuels, de chroniqueurs, mais aussi de citoyens lambda s'interrogent sur le sujet et se demandent si ce ne serait pas une manière détournée de culpabiliser tous les hommes, de faire d'eux des boucs émissaires d'un malaise collectif. Cette critique mérite d'être entendue, car oui, parfois le discours se radicalise. Certains usages médiatiques ou militants du terme manquent de nuances. Il devient un slogan, un outil d'opposition plutôt que de compréhension, et à trop marteler un concept sans l'expliquer, on le vide de sa substance. On le rend suspect, contre-productif, et on le pousse à la défensive. Et c'est là que vous me direz si cela signifie-t-il qu'il faut abandonner toute réflexion, ou plutôt s'il faut clarifier, affiner et l'expliquer davantage. Eh bien, la masculinité toxique, ce n'est pas une condamnation des hommes, comme je l'ai dit tantôt. C'est un vrai appel à reconnaître que certaines normes transmises de génération en génération peuvent être destructrices. Ce n'est pas le masculin qu'on rejette, c'est sa caricature, son corset, ce visage viril que l'on impose aux hommes, parfois dès la naissance. Autre zone grise, il y a les contextes culturels, c'est-à-dire que ce qui est perçu comme toxique dans une société comme par exemple en Occident peut ne pas l'être dans une autre comme par exemple en Afrique. Les normes viriles n'est pas homogène à travers le monde. Dans certaines cultures, l'expression émotionnelle est mieux acceptée, alors que dans d'autres, la pression à la domination est encore plus forte. Et puis, il y a les classes sociales, l'éducation, les traditions religieuses. Chaque homme, chaque parcours est unique. Parler de masculinité toxique, c'est aussi prendre le risque d'une généralisation. Alors comment faire? Comment parler de ces normes sans tomber dans la simplification? Eh bien, je pense qu'il faut s'appuyer sur la complexité des expériences, en écoutant les témoignages et en acceptant les contradictions. Car il y a des hommes qui ont grandi dans des environnements dits virils sans jamais devenir violents. Des hommes qui embrassent certains codes traditionnels tout en respectant profondément l'égalité. Et il y en a d'autres élevés dans la bienveillance qui reproduisent malgré eux les schémas dominants. C'est là toute la difficulté. C'est-à-dire que la masculinité toxique n'est pas un costume que l'on enfile ou que l'on retire. C'est un climat, un héritage diffus, une norme silencieuse. Et puis, il y a une autre critique plus souterraine, celle du silence des institutions. Car si l'on parle de plus en plus de ces enjeux dans les médias, dans les milieux militants, qu'en est-il à l'école, dans les entreprises, dans les familles? Le changement de mentalité ne peut pas reposer uniquement sur les épaules des individus, il nécessite un accompagnement collectif, une éducation au genre dès le plus jeune âge, une valorisation de la pluralité des modèles masculins. Et justement, certaines initiatives vont dans ce sens. Des programmes éducatifs comme ceux menés au Canada ou en Suède apprennent aux enfants dès l'école primaire à déconstruire les stéréotypes de genre, à reconnaître les émotions et à respecter la différence. Des ateliers de sensibilisation sont mis en place dans les entreprises pour questionner les dynamiques de pouvoir, les biais sexistes et les relations de travail.
Néanmoins, ces initiatives restent quand même fragiles. Elles se heurtent souvent à des résistances, à des peurs et à des tabous. Parce que parler de genre, c'est toucher à l'intime et à ce qui nous construit depuis l'enfance. C'est remettre en question ce que l'on croyait évident, et cela demande beaucoup de courage et d'humilité. Enfin, il y a ceux qui ne se reconnaissent dans aucun camp, ni dans la virilité rigide, ni dans la critique militante. Ceux qui cherchent, qui tâtonnent, qui veulent construire une masculinité apaisée, mais sans renier ce qu'ils sont. Ils refusent les étiquettes, les injonctions inversées. Ils ne veulent ni d'un homme guerrier, ni d'un homme culpabilisé. Ils veulent juste être des hommes, libres et entiers. C'est peut-être là que se joue l'enjeu essentiel, dans l'acceptation de la pluralité. Il n'y a pas une seule masculinité, mais des masculinités. Certaines blessent, d'autres réparent, certains enferment, d'autres libèrent. Ce n'est pas l'homme qu'il faut déconstruire, mais le carcan qu'on lui impose. Lui offrir la possibilité de choisir, de dire non, de dire oui et de dire je. Et si, au lieu de désigner un ennemi, on construisait un chemin, un pont entre les générations, entre les genres, entre les expériences, un espace de parole, de réinvention et de rencontre. Car au fond, ce débat ne parle pas que des hommes, il parle de nous tous, de la société que nous voulons, du monde que nous voulons transmettre, un monde où les émotions ne sont plus perçues comme une menace, où la force n'est plus une obligation et où la tendresse n'est plus une honte. Un monde où être un homme ne veut pas dire se taire, serrer les dents, marcher seul, mais dire s'exprimer, se construire et demander de l'aide en cas de difficulté. Mais ce monde-là ne naîtra pas tout seul, il faut l'oser, le porter, le raconter. Il faut parfois déconstruire pour mieux bâtir, parfois douter pour mieux comprendre, et parfois trébucher pour mieux avancer. Changer les modèles de masculinité, ce n'est pas nier ce qui a été, mais imaginer ce qui peut l'être. Ce n'est pas effacer les pères d'hier, mais aider les fils de demain à respirer un peu mieux. Ce n'est pas opposer les genres, mais relier les existences. Et c'est peut-être là, dans ce croisement entre mémoire et espoir, que apparaît la vraie richesse, celle de pouvoir inventer une masculinité plus libre, plus multiple, plus humaine. Une masculinité qui ne se construit pas contre, mais avec, qui ne se mesure pas en muscles, mais en présence, qui ne se prouve pas dans la douleur, mais se partage dans la parole. Alors, au lieu de demander aux garçons de ne plus pleurer, pourquoi ne pas leur apprendre à parler, tout simplement? Pourquoi ne pas leur dire que la force n'est pas de cacher ses émotions, mais de les comprendre? Pourquoi ne pas leur offrir le droit de ressentir l'inquiétude, de rêver, de ressentir de la fatigue, d'être joyeux, bref, d'être tout simplement des êtres vivants? La masculinité toxique n'est pas une fatalité, c'est un système. Et comme tout système, il peut évoluer, il peut s'ouvrir, il peut se transmettre. Alors ce ne sera pas simple, ce ne sera pas immédiat, mais c'est possible. Et ce possible commence par une prise de conscience, par un regard différent, par une voix qui ose dire: je ne veux plus de cette violence muette, de cette solitude imposée et de ce costume trop étroit. Ce possible commence aujourd'hui dans les écoles, dans les foyers, dans les entreprises, dans les vidéos que l'on partage, comme celle-ci. Et oui, il fallait bien que je fasse ma petite pub après tout. Dans les mots que l'on choisit, dans les gestes qu'on transmet. Il commence partout où on accepte de remettre en question l'évidence, partout où l'on permet à un garçon de grandir sans lui dire qu'il doit se battre pour exister. Et peut-être qu'un jour, dans quelques années, un enfant tombera en courant, il pleurera, et au lieu de se faire rabrouer, il entendra une voix lui dire: tu as le droit d'avoir mal, mais le plus important, c'est de se relever. Ce jour-là, on saura que quelque chose a changé, discrètement, profondément et durablement. Et vous, dites-moi, que choisissez-vous de transmettre? Sur ce, je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.